Bonjour à tous, de retour sur la Mini Cooper. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté une Mini Cooper R56 en panne, en tout cas en panne, elle roulait, mais j'avais des problèmes de raté d'allumage à froid et à chaud. J'ai diagnostiqué la voiture, je vous laisserai voir la vidéo si ça vous intéresse. J'ai diagnostiqué qu'il y avait un problème de raté d'allumage et donc un problème aussi de compression au-delà de 95 degrés sur le cylindre numéro 1. Donc merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci à tous ceux qui essaient de m'aider. Ça sert à rien de partir dans tous les sens, vous m'avez parlé de plein de choses, il faut partir dans l'ordre où on trouve les problèmes. Il y a peut-être d'autres problèmes, mais en tout cas il faut régler problème par problème. Là, dans mes conditions, la compression qui baisse uniquement sur le cylindre 1 par rapport aux trois autres, au-dessus de 95 degrés et pas en dessous, ça indique qu'il y a un problème mécanique à l'intérieur du cylindre 1. Je ne pense pas que ça soit les segments, le moteur a que 136 000 km, donc je pense que c'est plutôt la culasse. Il y a des problèmes connus sur ces culasses, des sièges de soupape qui se dessertissent. Moi, ça m'arrive à 95 degrés, mais il y en a, ça arrive beaucoup plus, avec des températures beaucoup plus faibles, voire même le siège de soupape arrive à tomber dans certains cas. Parfois, les moteurs font 300 000 km et il n'y a jamais rien, mais en tout cas, je suspecte ça. J'ai reçu la nouvelle culasse, je vais la vous montrer dans un instant, juste après le générique. Donc comme je disais, j'ai reçu la nouvelle culasse. Alors je vous ai fait un short, un petit peu du déballage, pour vous montrer un petit peu l'état. Malheureusement, il y a quelque chose qui est abîmé, mais dans l'ensemble, je suis quand même assez content. J'ai remarqué certaines choses, parce que j'ai déjà l'expérience de la Citroën C4 qui avait le même moteur, en 1.4, mais bon là c'est l'1.6, mais le même moteur. Et donc j'ai remarqué certaines choses. Tout d'abord, pour commencer avec la mauvaise nouvelle, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une pièce... qui est cassée juste là. En fait, il y a cette fixation qui vient comme ça. Je sais pas si ça se verra bien. Voilà, là on voit que c'est cassé. Il y a cette fixation qui vient juste là, donc ça a pété. Cette fixation, c'est quoi? C'est la durite d'air, enfin le conduit d'air qui passe ici le long. Il y a une vis qui est vissée là-dedans. Donc sur le papier, c'est pas très grave. Au début, j'étais quand même déçu. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une partie amovible. Ça pourrait être un palier d'arbre à cam, mais dans ce cas-là, c'est pas un palier d'arbre à cam. Ça sert juste à faire l'étanchéité ici pour mettre le capteur. D'ailleurs que j'ai pas, mais j'ai récupéré sur le mien. Et ici, c'est la pompe à vide pour le freinage. Donc pareil, il y a juste un joint à remettre là. Je crois que c'est même un joint torique. Donc il n'y a pas de portées qui sont très graves de ce côté-là. Je vais remplacer cette pièce et mettre celle de la mienne. Mais bon, avant tout, c'est quand même dommage de l'avoir reçue comme ça, parce qu'elle était quand même assez mal emballée. Elle se baladait dans le carton. J'ai eu un petit peu peur dans les angles de la culasse, que ça tape par terre ou quoi que ce soit. Mais j'ai bien regardé et il n'y a rien. Je vais vous montrer déjà le dessous et ensuite je la mets à côté de l'autre pour comparer les deux. Voilà le dessous de la culasse, le plongeon il est très propre, alors il a été légèrement peut-être poncé, on voit un petit peu des rayures, mais dans tous les cas, je vois pas de problème entre chaque cylindre. Il n'a pas été démonté pour un jaune culasse, il a été démonté, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, ça a été démonté pour un gros choc à l'avant sur une Citroën C3. Donc c'est une culasse de Citroën C3, on verra juste après qu'elle est plus récente que la mienne, mais ça il n'y a pas de souci avec ça, ça se montrera quand même très bien. Je pourrais la rectifier sur ma fraiseuse, j'ai l'équipement, j'ai tout ce qu'il faut, mais honnêtement en voyant comme ça, je suis pas sûr de devoir le faire. Elle n'a pas eu de joint de culasse, elle n'est pas en mauvais état, elle n'est pas piquée, elle n'est pas abîmée. Je vois pas pourquoi je ferais une opération en plus. Sur ces culasses, je me suis renseigné, c'est possible de rectifier 0,3 mm. Et dans ce cas-là, il existe un joint de culasse réparation. Le joint de culasse réparation, il coûte beaucoup plus cher. Je crois 2 fois ou 2 fois et demi le prix du joint de culasse normal, pour la même marque. Hein. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne opération et que ce soit vraiment utile. Je vais quand même mesurer avec une règle, voir s'il n'y a pas des gros écarts, si elle n'est pas voilée. Mais si c'est vraiment voilé, ça se verra tout de suite. Dans tous les cas, je vais la mettre à côté de l'autre et on va enfin les comparer toutes les deux. Donc voilà les deux culasses à côté, celle que j'ai démontée, celle que je viens d'acheter. Bon, c'est déjà elle est beaucoup plus propre, heureusement, je l'ai au moins reçue propre. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure, c'est quand même une bonne chose parce que j'aurais pu la recevoir dégueulasse, comme par exemple la plage arrière. Et merci pour ceux qui critiquent quand je dis que la plage arrière c'est pas normal de la recevoir très sale. Bon bref, chacun fait ce qu'il veut, moi ça me plaît pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pièces comme par exemple cette fixation pour lever le moteur. Alors je l'avais pas sur l'autre, à mon avis elle avait été démontée et pas remontée, malheureusement je l'avais pas. Donc là je vais pouvoir au moins la récupérer. Bon c'est un petit détail mais quand même ça peut compter. Comme j'ai dit, il y a la pompe à vide que je dois récupérer sur celle-ci, le capteur qu'il y a là, et la patte qui est pas cassée sur la mienne. En fait comme j'ai dit, c'est le palier qui est juste là. Donc je vais certainement pouvoir changer ce palier. C'est pas un palier qui est usiné pour les paliers d'arbre à cam comme ceci, donc c'est moins grave de changer celui-ci indépendamment de la culasse. Bref, je sais pas si vous comprenez. Ici, on peut voir le moteur du VTI qui est encore sur la culasse que j'ai acheté, donc bonne nouvelle. Il faut quand même que ça soit synchronisé parce qu'il est positionné, c'est un moteur pas à pas, il me semble. Et en fait, la position de cet arbre,
Alors, ici, on peut mettre une clé Allen dans le moteur, on peut faire tourner, et il faut toujours que ça soit dans la position 0, c'est-à-dire embuté contre cette goupille. Là, on peut voir que j'ai démonté le moteur. Alors, j'ai pas le moteur, j'ai démonté la culasse, j'ai pas démonté le moteur, mais on peut voir qu'il n'est pas en position 0. Alors ça, est-ce que c'est normal malgré que le moteur est tourné qu'au ralenti? Ça, je sais pas. Dans tous les cas, il faut faire attention avant de démonter le moteur, de bien retourner au point 0 pour pouvoir le remonter dans les bonnes conditions, qu'il soit synchronisé. Ensuite, on peut voir que les cams sont vraiment en très très bon état. Déjà sur le mien, c'était en bon état, mais on peut voir qu'elles sont légèrement plus marquées que celle-ci. Donc, jusqu'à là, le kilométrage de 73 000 km qui m'a été annoncé, pour moi, c'est cohérent. C'est très propre, c'est en très bon état. En plus de ça, j'ai remarqué que c'était une culasse plus récente. Alors, je l'ai vu à différentes manières. La première façon, j'en suis pas certain, mais le numéro de série qui est juste là, alors je sais pas si on verra bien, voilà, qui finit par R. Et sur la mienne, ça finit, c'est le même chiffre, hein, pas la peine de vérifier, et ça finit par M. Donc je pense que M c'est avant R, je pense que c'est une nouvelle version. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans tous les cas, c'est pas par rapport à ça que je l'ai vu. J'ai remarqué que le support ici de chaîne, c'est un JWS. Donc, c'est-à-dire un modèle d'origine. Et le tendeur qui est encore sur la culasse, on peut le voir ici, il a un trou au centre. Et le fait d'avoir un trou au centre, ça veut dire que c'est une nouvelle version. Moi, le mien, il n'avait pas le trou au centre, c'est un modèle de 2006, donc c'est pas les derniers modèles. Là, je pense, alors je sais pas l'année malheureusement, mais je pense que c'est au moins 2010 voire 2012. Sur la C4, j'avais aussi le tendeur nouveau modèle et c'était une C4 de 2012. C'était le 1.4 VTI, mais c'est les mêmes bases moteurs encore une fois. Donc la culasse est plus récente, peut-être qu'elle a été améliorée pour les sièges de soupape, en tout cas j'espère. Pour le moment, malgré la pièce qui soit cassée, mais que je devrais pouvoir changer, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça va être difficile de vérifier sans faire l'étanchéité, enfin sans faire l'épreuve de la culasse. Mais je suis quand même assez content de mon achat. C'était un gros risque, enfin un gros risque, 240 € TTC livré. Vous pouvez chercher ailleurs, il n'y en a pas d'autres, encore moins avec les arbres à cam, les rosseurs, le moteur de VTI, bref. Je pense que j'ai quand même fait une bonne affaire, surtout si elle a vraiment ce kilométrage-là. Je l'ai payé 240 € encore une fois. Pour information, il y en a qui m'ont dit d'en prendre une neuve. Une neuve sur eBay, la même avec la même référence, avec le même équipement quasiment à l'intérieur, c'est 2650 € livré. Donc je ne sais pas si vous arrivez à calculer la différence par rapport à 240 €, mais c'est légèrement plus cher. Et c'était pas vraiment dans mon budget. Là, j'espère que tout va bien fonctionner. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là, il fait vraiment très froid dans l'atelier, c'est tard. Demain, je vais commander les pièces. Je vous montre ça dès que je le fais. Comme ça, je vous montrerai un petit peu le site que j'utilise. Et là, je vais continuer de regarder un peu la culasse pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Bon, je suis rentré au chaud, il fait moins 3 dans l'atelier. Donc, je vais faire ma commande. Parce que pour remonter la culasse, bien sûr, il me faut des pièces neuves. Donc, je passe sur l'écran d'ordi et je vous montre ce que je commande. Donc on se retrouve sur le site Mon Petit Mécano, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos juste avant. Donc c'est un site que j'utilise parce que comme c'est écrit ici en orange, faites-vous livrer demain en commandant avant 16 h. Donc malheureusement là aujourd'hui on est lundi 13 janvier, c'est 20 h 52, donc ça sera pas pour mardi mais ça sera pour mercredi. En tout cas si tout va bien au niveau de la livraison, c'est ce qu'on verra, je vous montrerai ça bien sûr dans la vidéo. Comme on peut voir ici, on peut chercher directement la pièce, donc par exemple joint de culasse. Bon là je vais plutôt mettre d'abord ma plaque. Mini R56 Cooper, donc ça c'est ma voiture. Donc une fois que je l'ai sélectionné, là par exemple je vais changer le joint de culasse parce que je change la culasse. Donc là par exemple je peux écrire joint de culasse. Donc là ça me met ça. Et ensuite ça me propose les joints de culasse qui sont disponibles. Donc là par exemple expédition en 24 heures. Et ben, par exemple là expédition aujourd'hui, voilà, ça c'est un peu différent. Bon bref, celui-ci il me va pas parce que ça c'est un joint qui est un peu plus épais, 1,2. Normalement le joint d'origine c'est 0,9 et là c'est pour la rectification maximum. On peut pas rectifier la culasse de plus que 0,3 mm. Donc moi j'ai opté pour celui-ci. Corteco ça peut être très bien aussi, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec du L-Ring. Je vous montre pas souvent les marques que j'utilise, mais en tout cas là cette fois-ci je prends ça. Donc par exemple, bon là je mets pas dans le panier parce que comme vous voyez ici j'ai déjà fait mon panier, mais je vous montrerai juste après. Donc après il me faut par exemple des vis de culasse. Donc vis de culasse, là je l'ai mal écrit, vis, alors si je mets juste culasse, voilà, jeu de boulon de culasse de cylindre. Donc ici j'ai choisi ceci, de toute façon là pour ce modèle là il n'y a que cela, mais ça va très bien. C'est exactement les mêmes pièces que j'ai utilisées pour la C4, donc j'en étais très content, donc je refais encore pareil. Donc là par exemple on peut voir le stock, expédition aujourd'hui. Des fois ça peut arriver que ça soit pas en stock, que ça soit en cours de réapprovisionnement, mais souvent il y a plusieurs marques. Bon là il n'y a qu'une seule marque pour ce modèle, mais en tout cas vous pouvez voir. Alors il n'y a pas non plus un choix
infini, mais en général il y a les pièces qu'il faut. En tout cas moi j'ai toujours été assez content. Vous pourrez comparer les prix si vous voulez avec ailleurs. Dans tous les cas vous n'aurez jamais cet avantage qui est écrit ici de se faire livrer le lendemain avec un autre site en ligne. Malheureusement c'est pas encore la norme. Donc on va en arriver au panier. Donc moi j'ai fait mon panier avec toutes les pièces que je voulais. Donc la joint de culasse, je vous montrerai bien sûr une fois que j'aurai reçu. De l'huile, le kit de distribution, la pompe à eau, bref. Vous voyez un petit peu tout ce que j'ai commandé. Ici pour commander, donc là les frais de port ils se calculent par rapport au poids. Alors là forcément il y a 2 bidons d'huile, 2 bidons de liquide de refroidissement, donc ça commence à faire lourd, c'est pour ça que les frais de port sont un peu plus élevés. Mais en général ça tourne plutôt autour des 10, 15 euros environ, peut-être à 20 euros maximum. Là c'est un peu exceptionnel parce que ça reste quand même une grosse commande. Donc je vais commander et puis on se retrouve une fois que la commande elle est faite. Et voilà, j'ai fait ma commande, donc comme on peut voir tout ce que j'ai commandé si vous voulez faire une pause. Dans tous les cas, on se retrouve dès que j'ai reçu la commande, et puis on verra si tout s'est bien passé d'ici là. Mais bon, j'ai pas trop de doutes, c'est pas ma première commande sur ce site. On est mercredi aujourd'hui, et à 13h ou 12h30 environ, j'ai reçu ce colis. Donc malheureusement, il n'y a pas tout, j'ai juste le joint de culasse, le filtre à air et le filtre à huile. Donc pour le moment, je vais pas pouvoir avancer avec ça. Si tout va bien, je devrais y recevoir demain. En fait, la commande a pris du retard parce qu'il y a eu un échange de pièces d'une pièce qui était plus en stock. Je crois que c'est le kit de pochette de joint. Bref, dans tous les cas, je vais pas avancer aujourd'hui. Je préfère faire tout d'un coup. Donc, je vais faire autre chose aujourd'hui et je vous en reparle dès demain, dès que j'ai reçu le colis. Bon, on se retrouve finalement vendredi. C'est 13h, un petit peu plus que 13h. J'ai reçu mes colis. Donc, j'ai reçu 3 colis. 3 autres colis là. Alors, c'est pas tout pour la mini, mais bon. Je me suis acheté aussi une petite élagueuse hier. Je suis content. Bon, bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Je vais déballer les colis et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon voilà, j'ai quasiment tout reçu, je ne vais pas faire l'inventaire maintenant, ça sert à rien. Donc pourquoi j'ai reçu vendredi? Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de référence. La pochette de joint qui est ici, au lieu de ça soit du Eldring, c'était du Corteco parce que c'était plus en stock. Donc du coup la référence a été changée. Ça a malheureusement fait perdre un jour, bon après l'erreur est humaine. Et après j'ai perdu un autre jour de livraison parce que hier dans ma région il y a eu beaucoup de verglas, pas mal d'accidents. Et du coup la poste ils n'ont pas risqué de me livrer hier, normalement j'aurais dû être livré hier. Bon, c'est pas grave, là ça va me faire un challenge supplémentaire. Vous savez dans quel état elle est, parce que si vous avez vu la vidéo d'avant, sinon je vous conseille d'aller la voir. Et j'espère que dans 24 heures, parce que dans 24 heures je dois partir de chez moi, donc il faut que dans 24 heures la voiture démarre et que j'essaye pour voir si tout va bien. Alors je dis pas qu'elle sera totalement réparée, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me mets au boulot et puis je vois si on arrive à faire ça. Alors pour commencer, ça c'est la nouvelle culasse que j'ai achetée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la déshabiller. J'aurais pu très bien la monter comme ça, en changeant bien sûr le guide et certaines choses. Mais j'ai commandé un kit de joints complet et je vais en profiter pour changer les joints de queue de soupape. Étant donné que je vais tout démonter, que ça sera tout lisse, on pourra la mettre éventuellement sur la table de la fraiseuse pour la mesurer et éventuellement la surfacer. Je peux la surfacer, je ne vais pas forcément le faire parce que si la surface elle est bonne, il n'y a aucune raison que je fasse ça. En plus ça réduit l'épaisseur, tout ça. Bon bref, j'en reparlerai un petit peu plus tard lorsque j'aurai tout déshabillé. Avant de déshabiller ce genre de culasse, il faut faire attention, comme j'ai dit déjà un petit peu avant dans la vidéo, il me semble que le moteur ici de VTI soit bien embuté, parce que sinon ça va mettre un défaut, le moteur pas à pas il sera pas bien placé par rapport au repère, parce qu'en fait on peut le mettre un petit peu comme on veut. C'est un pignon au bout du moteur qui entraîne celui-ci et qui fait tourner le troisième arbre à cam, on va dire, pour varier l'ouverture des soupapes d'admission. Donc il faut bien le mettre en butée avant de le mettre, comme ça on sait comment on l'a démonté et on sait que quand on le remonte il est de la même façon. Sur l'autre culasse il n'est pas embuté par exemple, là il est presque embuté. Comment on fait? Il faut mettre une petite clé Allen au bout du moteur, comme ça on tourne jusqu'à ce que ça le mette en butée et ensuite on peut démonter. Je fais déjà ça et ensuite je vous explique pour la suite. Donc pour le moteur c'est une clé Allen de 4, alors là vous verrez pas mais c'est pas grave, c'est au bout du moteur au milieu et en le faisant tourner, comme vous voyez le pignon ici il bouge, je sais pas si vous verrez, bon vous n'êtes pas bideux non plus. Donc du coup ce que j'ai dit c'est que je le mets en butée contre la goupille qui est là et comme ça je sais qu'il sera placé comme ça et en plus avec les vidéos je sais comment je l'ai démonté, donc il n'y a pas de souci avec ça. Vu qu'il est à l'arrière je le démonterai après. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par démonter les ressorts qui sont là et pour démonter ces ressorts il ne faut pas le faire n'importe comment. On pourrait dévisser les arbres à cam comme ça par exemple été fait sur la C4 avant que je la récupère. Le problème c'est qu'après les ressorts ils sont mal mis et sans la pince c'est impossible de les remettre comme il faut. Je ne sais pas si vous avez suivi la C4 mais les ressorts étaient placés derrière et du coup il aurait fallu que je les redémonte avant. Bref, je vais vous montrer comment faire. Il faut une pince spécifique qui coûte un petit peu cher malheureusement. Moi je l'ai parce que je l'avais acheté pour la C4 et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne si vous n'avez pas vu. Bon, finalement j'ai tourné la culasse, ça va être plus simple déjà pour démonter le moteur, ce que je vais faire juste après.
et pour les ressorts. Donc pour les ressorts, il faut une pince qui ressemble à ça. Alors à peu près à ça, parce que ça, c'est pas forcément le modèle le modèle de chez BMW ou Peugeot d'ailleurs. Mais c'est un modèle qui va très très bien. Moi, je vous le conseille. Je vous le mettrai éventuellement en description pour ceux que ça intéresse. C'est un modèle qu'on trouve à différents prix. Je crois qu'on le trouve dans les 100, 150 euros. Moi, je l'avais payé 60 euros sur un site et il va très bien. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, il faut prendre en prisonnier le ressort. Ces deux pattes ici, elles prennent le bas du ressort et ça permet, en faisant levier, de compresser le ressort sans prendre de risque. Et là, ici, avec cette molette, ça permet de serrer les pinces qui sont juste en dessous, là. Donc là, quand je desserre, ça les ouvre, si vous voyez bien. Quand je serre, ça les serre, du coup, et ça prend prisonnier le ressort. Donc, je vais vous montrer. Là, je desserre. Je passe mon outil comme ça. Donc, il faut bien faire attention que les pinces que je vous ai montrées juste en dessous, là, elles prennent bien dedans. Là, je serre, c'est tout simple. Pas besoin d'outils en plus. À la main, ça suffit largement. Ensuite, comme j'ai dit, les deux pattes qui sont en bas, il faut faire attention qu'elles soient bien prises sur le ressort. Et ensuite, en serrant les manettes comme ça, hop, là, ça se met en contrainte. Ensuite, je prends une clé alors c'est une combien? Une E8, avec une douille E8. Je peux desserrer cette vis. Voilà, grâce au trou qu'il y a au milieu. Alors, c'est pas un tuto, hein, je vous montre juste comment faire. Ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent pas. Même si vous n'avez pas besoin, des fois, je sais que vous aimez bien. Et ensuite, eh ben, hop, je peux retirer le ressort. Donc, si j'arrive à le mettre, voilà. Donc, il faut jouer un petit peu dans tous les sens. Bon, voilà, un petit peu galère pour enlever le ressort. Je vous couperai peut-être le passage, pas important. Pas besoin de forcer, hein, faut juste trouver le bon passage. Le ressort, il est enlevé comme ça. Et ensuite, il suffit juste de le presser, d'enlever le loquet, de l'ouvrir progressivement. C'est assez facile. Et voilà, le ressort, il est détendu. Ça permet, en dévissant la molette ici, de le défaire, si j'y arrive. Voilà. Pas la peine de serrer trop fort. Bon, là, j'avais peut-être serré un peu trop fort, mais c'est pas grave. Et ensuite, voilà, on a notre ressort qui est démonté, qui est... en fait, comme vous voyez, normalement, il est positionné comme ça. Donc, ces deux tiges, là, elles sont carrément à 90 degrés. Donc, vous voyez la tension qu'il peut y avoir dedans. Vaut mieux pas se le prendre dans la figure, celui-là. Et en plus, ça permet de serrer la vis correctement. Je dirais pas que c'est impossible de le mettre à la main, mais c'est très très compliqué. Et c'est plus se faire chier et risquer de se faire mal en plus. Donc moi, je vous conseille cette pince si vous avez besoin de démonter ça. Et si vous n'avez pas besoin, évitez de le démonter, c'est encore mieux. Bon, comme vous avez vu, j'ai enlevé la patte de fixation pour lever le moteur de chaque côté. J'ai enlevé aussi le patin ici de distribution que je vais remplacer. Et j'ai enlevé aussi le moteur de VTI. Alors j'ai dit une bêtise, il fallait bien le mettre en butée, mais c'était dans l'autre sens. Je m'en suis vite rendu compte parce que là, au moins, les leviers d'arbres intermédiaires, ils ont du jeu, alors que dans l'autre sens, pas du tout, parce que ça force pour ouvrir les soupapes un peu plus hautes. Bref, pour démonter normalement les arbres à cam, il faut normalement un outil qui appuie sur l'arbre à cam pour pouvoir desserrer sans risquer d'abîmer l'arbre à cam. Alors cet outil, je ne l'ai pas. Dans tous les cas, je vais dévisser en escargot, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire d'abord ces vis, après ces vis, après ces vis, ces vis, ces vis, petit à petit, pour pas que l'arbre à cam risque de se mettre en travers et casser. Alors ça, il faut faire très attention. Au pire du pire, j'en ai un autre, mais bon, je préférerais quand même pas le casser. De ce côté-là, on peut déposer l'arbre à cam d'admission en premier, en enlevant les vis qui sont là. Ensuite, enlever les patins, enlever les leviers, enlever l'arbre à cam intermédiaire. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais plutôt enlever tout en même temps, donc en dévissant les trois vis des paliers, pareil, en escargot. Et comme ça, ça me permettra d'enlever le bloc complet, ça me fait gagner un petit peu du temps. J'enlève un petit peu tous les trucs, je vous montre tout ça en accéléré. J'enlève aussi le palier qui est là, que je vais remplacer parce que pour rappel, il est cassé, donc je remettrai celui que j'avais sur mon moteur. Et puis, on sera déjà prêt pour commencer à regarder les soupapes.
Bon voilà, j'ai presque tout déshabillé. Donc sur la culasse, il reste juste le tendeur de chaîne ici. De l'autre côté, juste les goujons. Bon, les goujons, bien sûr, je vais les laisser. Je crois qu'il reste pas grand chose de plus. À part peut-être là, la vis de guide, la vis d'un guide, que je vais enlever tout de suite. Hop. Et là, du coup, comme on peut voir, eh ben, il reste, enfin, je sais pas si on verra bien, mais il reste du coup les ressorts avec les soupapes. Donc là, pour les enlever, d'habitude, j'utilise avec ma perceuse à colonne, je fais un montage. Cette fois-ci, j'ai voulu moins me faire chier, j'ai commandé des outils. Malheureusement, j'ai pas reçu le support culasse. Le support culasse, c'est quoi? C'est deux tiges comme ça qui permettent de tenir la culasse un petit peu surélevée pour pouvoir passer en dessous. J'ai quand même acheté un outil pour pouvoir faire les soupapes. J'en avais un il y a longtemps, mais je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas où il est passé. Donc, je me suis racheté un petit outil comme ça. Alors là, il y a des trucs que j'avais déjà, mais c'est pas grave, ça me les fera en double. Et du coup, ça permet de compresser les soupapes pour pouvoir enlever les clavettes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montrerai une fois, mais c'est très long, donc je vous montrerai peut-être qu'une ou deux soupapes. Dans tous les cas, je vais enlever les soupapes, ça me permettra de changer les joints de queue de soupape, parce que maintenant qu'on y est, sinon je vais avoir 1 million de commentaires de mecs qui me disent « Moi j'aurais changé les joints de queue de soupape, moi j'aurais changé les segments, moi j'aurais changé les coussinets. » Oui, bah c'est bien, bah moi je le fais pas, voilà. Donc là, je vais m'occuper des joints de queue de soupape, et puis on verra déjà, ça fera la culasse à nu. Ça permettra de pouvoir l'installer sur la fraiseuse pour pouvoir mesurer le plan de joint de l'autre côté. On pourra aussi mesurer l'épaisseur de la culasse et voir si elle a déjà été rectifiée. Bon, dans ce cas-là, je pense pas, mais on sait jamais. Bon, je fais l'installation pour le démontage des soupapes et puis on passe à la suite. Bon, c'est la première fois que je m'en sers. Franchement, je suis assez content. Donc là, de ce côté, ça s'appuie sur la soupape pour pas qu'elle descende. Et de l'autre côté, ça s'appuie. Alors, je sais pas si on verra. Voilà. Sur le contour de la soupape, là, j'ai déjà serré. Il me manque plus qu'à enlever les clavettes. Donc voilà, quand je dis les clavettes, c'est ce qu'il y a au milieu. Je vais les enlever et je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, les clavettes, c'est quoi? C'est ces pièces-là, là, qui devraient normalement sauter. Voilà. Une là et une deuxième de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais les enlever délicatement. Je vais pas les perdre, surtout. Parce que sinon, après, je suis un peu en galère. Et maintenant, je peux desserrer mon outil. Ça me dessert le ressort de soupape. Et je pourrais démonter le ressort de soupape, tout ça. Bon, j'arrive pas à l'enlever, mais vous avez compris. C'est un peu chiant. Donc, il faut faire ça sur les 16 soupapes. Bien sûr, c'est répétitif, long et un peu chiant. Je vous reprends une fois que c'est tout fait pour passer la culasse sur la fraiseuse. Je viens de sortir la première soupape d'admission. Franchement, elle est très propre. Très peu de calamine, voire pas du tout. La portée ici, elle est encore très bonne. Alors, je sais pas si on verra bien. Elle n'est pas du tout piquée, vraiment très bonne. Alors, je suis même pas sûr que ça sert à quelque chose de la roder. Et le dessous, franchement, très propre aussi. Bon, ça, je l'avais déjà vu. Je suis assez content du résultat, franchement. De l'état des soupapes. Franchement, je pense que vraiment que le vendeur a été très honnête. Je pense vraiment que c'est un moteur qui avait aux alentours des 73 000. En tout cas, pour le moment, ça correspond vraiment avec l'état que je vois de ce moteur. Je continue le démontage de toutes les soupapes et on se retrouve juste après. Bon, c'est bon, la culasse elle est finie de démonter. Il ne manque plus qu'à enlever les restes des joints de queue de soupape. Donc les soupapes d'échappement, elles sont un petit peu plus calaminées. Donc là, je ferai un petit rodage de soupape. Je pense pas qu'il y ait besoin de grand chose. Mais de toute façon, pendant que j'y suis, autant le faire. Je nettoierai aussi un petit peu ça. Même si, comme on peut voir, il n'y a pas non plus grand chose. Hein. Il suffit de frotter un petit peu, ça s'enlève vite. Donc pas de souci de ce côté-là. J'ai enlevé un joint de queue de soupape pour voir un petit peu l'état. Alors ils sont un petit peu secs, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Ils sont durs, mais j'ai regardé avec les nouveaux. Voilà, ils sont un petit peu durs, j'avoue. Et par exemple, avec un œuf qui est juste là, donc un œuf, j'appuie dessus. Voilà, il est un petit peu plus mou, mais ils sont pas non plus hyper mous. Bref, je les changerai par des neufs. En attendant, je vais finir de démonter tous les autres. Je passe un coup de nettoyage sur la culasse. On se retrouve sur la fraiseuse pour mesurer le plan de joint de culasse. Bon, je suis dégoûté. J'avais mis la caméra sur le trépied, j'avais tout bien expliqué, mais en fait, j'ai pas appuyé sur le lancement de la vidéo. Bon bref, là j'ai pas voulu brancher ma fraiseuse parce que la prise elle est loin, elle est pas mise définitivement. Donc du coup j'ai tout fait à la main au manivelle. Donc je me suis baladé un petit peu aux quatre coins de la culasse. Alors j'ai un petit écart, mais c'est pas à cause qu'elle soit voilée. Je pense plutôt que qu'on appelle ça, le parallélisme avec le plan de joint du couvre-culasse, eh ben il est pas parfait. Alors quand je dis il est pas parfait, on parle pas de centimètres. Hein. J'ai 2 centièmes sur la longueur, comme ça, de chaque côté, à l'avant et l'arrière. Je me rappelle plus quel côté est le plus haut, mais ça veut dire qu'il faudrait que je cale normalement, que je mette du clinquant d'un côté pour pouvoir être à 0. Bon, ça c'est si j'usinais. Et dans l'autre sens, ici, j'ai 3 centièmes de partout aussi. Donc j'ai mesuré ici, 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 ici et au fond.
Bref, j'y ai passé une éternité, vous comprenez que je n'ai pas envie de le refaire en vidéo, je suis dégoûté parce que j'avais vraiment expliqué en même temps que je le faisais. Donc 2 centièmes dans ce sens-là et 3 centièmes dans ce sens-là, mais de partout pareil. C'est-à-dire que c'est pas 3 centièmes ici, 5 centièmes, 1 centième ou moins 2 centièmes ici, ce qui voudrait dire qu'elle soit voilée. Mais là, c'est vraiment pareil. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le plan de joint de culasse, il n'est pas forcément voilé, mais il est peut-être un peu comme ça et comme ça, si vous avez compris par rapport à l'autre plan de joint. Là, je me suis posé sur des cales de 10 mm parce que j'ai des tétons de centrage qui dépassent de l'autre côté pour les paliers d'arbre à cam. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai rehaussé. La table de la fraiseuse, elle est bien alignée par rapport à la tête et dans tous les cas, c'est pas la tête que je fais tourner, c'est vraiment l'axe X et l'axe Y, pour ceux qui connaissent, que j'ai fait bouger pour pouvoir voir la planéité. Pour moi, c'est largement bon. J'ai pas vu d'oscillation de l'aiguille qui descend puis après qui remonte en me déplaçant toujours dans le même sens. Sinon, ça serait mauvais. Ça voudrait dire que la culasse fait un creux ou une bosse. Et là, à ce moment-là, il faudrait surfacer la culasse. J'aurais pu la surfacer, je me suis acheté un bel outil, d'ailleurs j'aurais bien aimé m'en servir une première fois, mais là si c'est inutile, autant pas le faire. Donc là, il y a une plaquette de ce côté, une plaquette de l'autre, ça me permettra de tourner 2 fois plus vite qu'avec l'outil qu'on m'avait prêté pour la culasse de la G60, parce qu'avec 2 plaquettes forcément, ça mord 2 fois plus par chaque tour, donc ça me permettrait d'aller plus vite. En plus de ça, j'ai pris un outil très long, donc par exemple comme là, cette culasse qui est très large au bout, et ça me permet de surfacer tout en une seule fois, parce que si on surface que la moitié plus la moitié, ça peut faire une marche entre les deux. Bref, ce ne sera pas dans cette vidéo que je vous montrerai l'utilisation de cet outil, mais bon, ça servira certainement un jour ou l'autre. Dans mon cas, je vais commencer à remonter cette culasse, donc roder un petit peu les soupapes. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense, mais il faut le faire, je pense, surtout pour les soupapes d'échappement. Mais bon, vu que j'y suis, je vais le faire pour les 16. Et ensuite, je remonte les nouveaux joints de queue de soupape, puis je refais le montage dans l'inverse pour les ressorts avec les clavettes. Pour le rodage des soupapes, j'ai fait un essai sur de la soupape d'admission, donc ça va super bien avec de la pâte à roder fine, donc comme celle-ci. J'ai aussi de la grosse là-bas, mais là j'ai utilisé directement la fine. Et pour l'échappement, ça a bien fait aussi sur le siège. Sur la soupape, elle est encore un tout petit peu piquée, je sais pas si ça se verra bien. Le problème, c'est qu'avec les températures, ma ventouse là, elle tient rien du tout, donc j'ai du mal à vraiment faire comme je voudrais. Bon, c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant, et je pense que ça devait quand même bien tourner. Parce que bon, ça fait pas, malgré qu'on dit qu'il faut roder les soupapes, je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence. Bref, dans tous les cas, je vais faire toutes les autres soupapes à la pâte à roder fine pour mettre un coup de propre. On peut bien voir la différence entre là et là. Là, ça brille plus. Enfin, ça fait plutôt mat. Là, on la voit encore plus, la différence. Donc, j'ai fait les 2 premières d'échappement et d'admission. Je vais faire les 14 autres. Et puis ensuite, je remonte tout. Je remets les nouveaux joints de queue de soupape et ainsi de suite. Je vous montrerai bien sûr dès que j'en suis là. Après un peu plus d'1 heure, je viens de finir le rodage de toutes les soupapes. Alors franchement, c'était super long. En plus, j'ai l'impression que ça sert un peu à rien. Bon, on va dire que ça sert à rien, sauf pour vérifier s'il n'y a pas une soupape tordue ou qui plaque mal. Dans tous les cas, au moins c'est fait et c'est une bonne chose. J'en ai profité pour mesurer l'épaisseur de la culasse en passant par ici. Et normalement, elle fait, comme vous voyez, 131,58. Enfin, en tout cas, c'est la théorie, mais ça se rapproche en tout cas de ça. Ça veut dire que c'est une culasse qui n'a pas été rectifiée. 131,58, c'est la cote nominale de cette culasse. Et ensuite, on peut descendre jusqu'à 131,28, je crois. On peut rectifier 3 dixièmes. Dans tous les cas, celle-ci, elle n'a pas été rectifiée. On l'a mesurée, elle n'a pas besoin d'être rectifiée. Donc, je peux mettre un joint de culasse d'épaisseur d'origine. Donc, l'épaisseur, c'est 0,9. Ça tombe bien, c'est celui que j'ai acheté. Il y a des épaisseurs de joint de 0,9 et de 1,2. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans tous les cas, ça ira très bien. Ça fera exactement comme d'origine. J'en profiterai pour mesurer la culasse tout à l'heure, enfin, celle que j'ai démontée, pour voir si elle a été rectifiée ou pas. Bon, si c'est quelques centièmes, ça se verra pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosse rectification. Je remonte les soupapes avec les ressorts, et puis on passe à la suite. J'en ai profité pour vérifier, c'est bien ça, c'est bien 131,58 nominal, 131,28 au minimum l'épaisseur, donc rectification de 0,3 mm maximum sur cette culasse. Et j'en ai profité pour regarder, en plus c'est écrit défaut de planéité maximum 5 centièmes. Donc en fait, même avec le dévers que j'avais, que j'ai expliqué juste avant, je suis encore bon. Donc parfait, franchement j'ai rien à dire. Là je remonte les soupapes, et puis ensuite, je sais pas si je remonte la culasse comme ça, ou si je la rhabille avant, mais on verra dans la suite de la vidéo. Bon, j'ai remonté toutes les soupapes d'échappement, non, toutes les soupapes d'admission. Là, je suis en train de remonter toutes les soupapes d'échappement, il m'en reste plus qu'une. Je vais vous montrer comment je fais. Franchement, je suis très content de l'outil que j'ai acheté. Là, j'en avais un à l'époque qui marchait beaucoup moins bien, et celui-là, franchement, en tout cas, ça s'est très bien passé avec cette culasse-là. Donc, comme je disais, il manque juste cette soupape à remonter. Donc, je vais montrer un petit peu comment je fais. Comme ça, vous saurez comment j'ai fait pour les 15 autres. Donc déjà, je passe la soupape. Alors, bien sûr, j'ai tout rodé avant, comme vous avez vu. Hop là. C'est que là. Là, faut trouver le trou. Hop.
Ensuite, je mets le dernier joint de queue de soupape. Heureusement que c'est le dernier, parce que sinon ça aurait voulu dire que j'en avais oublié un. Et là, c'était pas bon signe. Donc le joint de queue de soupape, il se met assez facilement. Alors, il faut faire attention, normalement. Ils disent qu'il faut mettre une protection pour pas que ça l'abîme. Bon, bref. Là, il se met très facilement. J'ai même pas besoin de le taper, il est déjà au fond. Et puis, dans tous les cas, le ressort de soupape, il appuie dessus. Donc, même s'il est mal mis, eh ben, à force, il se mettra bien. Mais il n'y a pas de raison qu'il soit mal mis parce que je vois bien qu'il est au fond. Ensuite, j'installe mon outil. Alors, je suis désolé, je suis pas sur mon bon côté là. J'espère que je vous passerai pas devant. Hop, je le mets derrière. Je visse. Voilà, je me mets comme ça. Alors vous verrez peut-être pas bien la queue de soupape, ouais, c'est pas grave. En fait, je garde un accès dessous et dessus pour pouvoir mettre les deux clavettes. Donc les clavettes, je sais plus si je vous les ai montrées, mais les clavettes, ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout petit, il y en a deux demi. Donc il faut les positionner, bien sûr, le gros côté du haut de la soupape, donc comme ça. Et pour les positionner, je pourrais juste les poser comme ça, sauf que c'est très petit, vous imaginez bien qu'on peut pas mettre les doigts. Alors je suis désolé, il y en a peut-être que ça paraît banal parce qu'ils le font souvent, mais je montre aussi la vidéo pour ceux que ça intéresse, qui connaissent pas, qui n'ont jamais fait en tout cas. Donc ce que je fais, c'est que je prends un tout petit peu de graisse, où je suis là. Voilà, je prends un tout petit peu de graisse, et encore là j'en mets même plus que d'habitude, bon bref c'est pas grave. J'en mets un petit peu au bout du tournevis, je mets la clavette tout au bout de mon tournevis comme ça là, pour qu'elle tienne avec la graisse, comme vous voyez ici. Et ensuite je mets dessus, donc avec la graisse ça va permettre de coller un petit peu, et ça me permet de garder la clavette en place le temps que je mette la deuxième et que je retire le ressort. Donc là hop, à la base j'avais une lampe torche sur mon front, mais j'ai plus de pile. Donc je vois plus grand chose, donc vous j'imagine pas. Voilà, bon ça arrive que ça loupe au premier coup, mais c'est pas grave. Il faut être un peu patient, surtout quand il y en a 16. J'imagine même pas quand c'est des V12 ou des V10. Peut-être un jour sur la chaîne, on verra. J'y réfléchis. Bref, voilà, il faut pas se tromper, il faut la mettre dans la bonne encoche. Je vous montrerai après d'un peu plus près au pire, avant de refermer, pardon. Donc là, celle du dessous, elle est mise. Grâce à la graisse, elle tient. Je vais préparer la deuxième. Je mets un petit peu de graisse sur celle du dessus aussi, malgré qu'elle ne devrait pas tomber normalement. Mais ça me permet au moins de la tenir le temps que je referme tout ça. Donc là, voilà, hop, j'appuie à peine et voilà, là, c'est mis. Alors, je sais pas si on verra bien. Je vais vous tourner juste ça un petit peu, comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien ici au fond, il y a bien les deux clavettes qui sont dessus. Alors il faut pas se tromper, hein, il y a plusieurs rainures dans la clavette, il faut pas les mettre trop bas, ni trop haut. Bon, trop haut c'est pas possible, mais je crois qu'on peut la mettre décalée vers le bas. Donc faire attention de bien y mettre. Enfin, on peut la mettre décalée vers le bas. Ça se montrera pas correctement, mais au début ça peut porter à confusion. Là, je vais dévisser mon outil, faire attention que la coupelle sur le dessus du ressort soit bien centrée, sinon ça va me faire sauter une clavette. Et une fois que c'est bien retiré, ben, ça tient tout en place. Et voilà, tac. Donc ça, c'était la dernière soupape. Franchement, cet outil, j'en suis super content. Je vous mettrai un lien en dessous dans la description. Alors moi, je l'ai payé, hein. Mais si c'était à racheter, je le rachèterais le même. Donc je suis très content. Après, on verra. Peut-être que sur d'autres moteurs, ça me ferait un peu plus chier. Mais en tout cas, là, ça s'est très bien passé. Je vais essuyer un petit peu la graisse qui déborde là. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Je pense pas que ça crée un souci. Enfin, je pense pas, j'en suis même sûr. Ça me permet au moins de mettre les clavettes plus facilement parce que sinon vous y passez l'après-midi. Donc là je sais pas combien de temps j'ai mis, encore une fois pour remettre les soupapes, peut-être une petite heure. Bon, j'y vais tranquille pour faire les choses comme il faut. Je vérifie bien toujours 2 fois ce que je fais parce qu'une fois que c'est dans le moteur et que si ça saute, eh ben, on est bien content, ça a foutu tout en l'air le moteur. Donc là si je tourne la culasse, hop là, pas très lourde à la base mais bon bref. Donc là on voit bien que toutes les soupapes sont remises. J'ai pas dit mais je les ai toutes brossées aussi pour que ça fasse un petit coup de propre. Celles d'admission elles sont bien brillantes. Bon, les autres aussi, ça se voit un petit peu moins parce que c'est l'angle différent. Bref, là je vais continuer le remontage. Pour les soupapes c'est bon.
Ensuite, les poussoirs. Alors, les poussoirs d'échappement et d'admission, c'est pas les mêmes. J'ai même carrément gardé l'ordre, même si, bon, les intervertir, il n'y a pas vraiment d'incidence. Comme on peut voir ici, celui-là, il se compresse bien. Je l'avais déjà montré, mais en insérant quelque chose de fin ici, on arrive à ouvrir le clapet, parce que normalement, quand ils sont pleins d'huile, ils sont compacts. Ils sont pas forcément grippés, mais ils sont compacts, on n'arrive pas à les serrer. Donc là, comme on peut voir, bon, là, celui-là, il y avait déjà plus d'huile dedans. Donc celui-là, je peux le remettre. Il se repurgera avec la nouvelle huile. Enfin, il se remettra avec la nouvelle huile. Alors, il y en a qui les mettent dans l'huile. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que c'est pas forcément très utile. Voilà, celui-là, il est très dur. Donc, il suffit que, par exemple, j'appuie dessus. Alors, je ne le ferai pas sur tous. Hein, je vais les laisser comme ils sont. Ça sert à rien. C'était juste pour vérifier que l'huile à l'intérieur, elle soit bonne. Là, comme on peut voir, l'huile qui en sort, elle est très claire. D'ailleurs, je pense que la vidange ne devait pas être bien vieille. Et donc, moi, d'un côté, ça me prouve qu'il n'y a pas... Il n'y avait pas un mélange un peu bizarre ou une huile un peu trop vieille à l'intérieur. Pour rappel, j'ai fait le même moteur sur la C4, enfin sur la C4 que j'ai fait sur la chaîne. Et le moteur, il avait eu un gros mélange de liquide de refroidissement et d'huile parce qu'il y avait un bouchon dans la culasse ici, là, qui avait sauté. Donc il y avait une espèce de mayonnaise de partout dans le moteur, dont dans les poussoirs. Donc là, c'était vraiment pas idéal. Je les avais tous purgés pour pouvoir évacuer toute cette mayonnaise des poussoirs et du reste parce que c'est vraiment pas génial. Là, d'après ce que j'ai vu sur 2-3 poussoirs, là, je vois que l'huile, elle était très bonne. Et bon, ça m'empêche pas, enfin, je pourrais tous les faire, mais ça sert à rien. En tout cas, c'est une perte de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les remettre où ils étaient. Alors, comme j'ai dit, c'est pas très important, mais vu que je pouvais le faire, bah, je l'ai fait. Donc, ceux d'admission, bah, je vais pas mettre le dernier, je vais vous montrer. Ceux d'admission, ils sont pas la même taille que ceux d'échappement. Voilà, comme je disais, ceux d'admission, ils sont un peu plus grands que ceux d'échappement. Alors, c'est comme ça, hein, mais bon, dans tous les cas, on peut pas se tromper. Donc ceux d'admission, je les remets là. Ceux d'échappement, je vais quand même en purger un, histoire de dire que je regarde ce qu'il y a dedans. Pour les poussoirs, pour moi, c'est bon. Après, il y a les linguets, que je vais remettre à la place où ils étaient aussi. Pareil, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une importance, mais bon. Si on peut le faire, autant le faire. J'ai pas tout mis dans un même sachet, j'ai tout mis par terre. Enfin, par terre, pas par terre, mais sur un papier dans l'ordre où j'ai démonté. Et vu que j'ai fait il y a quelques heures, ben, j'ai pas oublié. Donc je vais remettre les linguets en place. Donc là, sous le linguet, je renlève. Sous le linguet, il y a un espèce de ressort ici. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, il y a un petit ressort ici. Donc ça permet de clipser le poussoir ici. Et ensuite, il est juste posé sur le reste. Enfin, sur la tête de la soupape. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup de nettoyage là. Bon, c'est pas sale, c'est juste un peu gras par rapport au nettoyage. Et là, comme ça va me permettre de pouvoir remettre les arbres à cam. Donc, premier arbre à cam, celui-là. C'est intéressant, j'avais pas fait attention sur le moteur d'avant, mais en fait, les deux cams les deux cams par cylindre n'ont pas le même profil. Il y en a une qui a un profil un peu plus agressif que l'autre, c'est bizarre. Ah oui, elle s'ouvre en décalé. Ah, c'est intéressant, j'avais pas vu ça la première fois. Là, la cam, elle est beaucoup plus relevée à partir d'ici, et celle-ci, c'est à partir d'ici. Donc il y a un petit décalage pour que ça ouvre un petit peu plus, et à la fin, vers la fin, elles sont ouvertes toutes les deux pareilles. Ah, c'est intéressant, ça, j'avais pas fait attention. Bon, c'est pas très important, de toute façon, ça influence pas. C'est pas moi qui décide tout ça. En tous les cas, c'est bien intéressant de voir ça. Bon, j'avais commencé à mettre ça, mais c'est pas bon. Je passerai peut-être pas la séquence, mais bon, ça m'empêche pas de vous le dire. J'ai oublié de mettre les leviers qui vont entre l'arbre à cam intermédiaire et les cams. Bon, c'est un petit peu plus technique comme ça, mais on va y arriver. Je ne sers pas avec ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour approcher un peu les vis. Pour le moment, je ne fais pas le serrage au couple, je le ferai après. Bon, désolé, la vidéo a coupé, j'avais plus de batterie, j'ai rechargé vite fait pour finir avec ça. Donc en fait, ce que je disais, c'est qu'il fallait surtout pas forcer lorsqu'on remontait. C'est pas la procédure officielle, normalement il faut démonter cet arbre à cam des paliers, ensuite démonter les trucs noirs. Bon, moi j'ai préféré en démonter le moins possible. Normalement, ce qu'il faut faire aussi, c'est remplacer les joints de PTFE là, qui est à l'intérieur, qui permettent d'alimenter, on va dire, de faire l'étanchéité de l'alimentation des j'ai perdu le nom, des déphaseurs qu'il y a là.
Moi je les change pas, tout d'abord parce que autant dans le kit joint L-Ring que dans le Corteco, elles y sont pas. Dans la pochette de joint moteur, il n'y a pas ces joints. C'est dommage, je pensais qu'elles y seraient, peut-être qu'aussi, loupé. Bon, dans tous les cas, je pense que ça fonctionnait bien. Dans tous les cas, j'ai pas démonté, donc c'est comme si le moteur continuait de fonctionner comme ça. Et si je démontais, ça m'aurait un petit peu plus embêté. Bref, dans tous les cas, il faut serrer en escargot, donc en commençant par le centre et en faisant comme ça. 10 Nm pour toutes les vis qui sont là, que j'ai dévissées. Bien sûr, les autres, je le dis pas parce que je les ai pas dévissés, mais en tous les cas, il y a un serrage pour tous. Je vais remettre les ressorts et ensuite, je remets l'arbre à cam d'échappement. Je viens de voir que là, j'ai un linguet qui a sauté. Je revérifie bien sûr à chaque fois qu'il n'y a rien qui est bougé. Là, que les leviers soient toujours bien pris au bon endroit. Mais de toute façon, quand j'aurai mis les ressorts, ça ne bougera plus après. Donc, je vous reprends un petit peu plus tard pour remettre les ressorts et l'arbre à cam d'échappement. Bon, ensuite, l'arbre à cam d'échappement. Donc, ce que je disais, c'était ça. C'est ces pièces qui sont des anneaux qui sont au bout, là, que j'arrive à tourner. Normalement, il faut absolument les remplacer. Malheureusement, moi, je les ai toujours pas dans le kit de joint. C'est pas fourni, donc je les change pas. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon ça restera comme ça. Ça fonctionnait certainement très bien jusque là. Donc on verra bien ce que ça donne avec, mais bon, c'est comme ça. J'en ai pas parlé, mais l'arbre à cam et les paliers ici d'arbre à cam sont en super état. Donc franchement nickel, je suis très content. Je vais remonter ça. Donc l'arbre à cam d'échappement. Je me rappelle plus comment il faut faire, mais je crois que voilà. Le calage il est à peu près comme ça. Parce qu'il faut que le carré soit comme ça. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Mais le calage, il est à peu près comme ça. Donc, je vais mettre déjà dans le sens du calage. Là, je remets les paliers que j'ai essuyés auparavant. Pareil, il ne faut pas se tromper. Il faut bien les mettre dans le bon sens, dans le bon ordre. Il y a les numéros décrits dessus. Donc, là, c'est écrit 1, 2, 3 et certainement 4. Je n'ai pas encore mis. Donc, encore une fois, pour mettre cet arbre à cam, normalement, il faut un outil qui l'appuie. Et comme ça permet de tirer comme il faut. Malheureusement, cet outil, je ne l'ai pas. Donc là c'est pareil, serrage en escargot normalement. Le serrage au couple, donc toujours 10 Nm en escargot. Voilà, donc là ça sera bon pour ça. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remettre les ressorts ici. Serrage ici c'est 10 Nm aussi je crois. Donc c'est parti pour le serrage. Donc là je viens de remettre le premier ressort. Il faut bien faire attention que les deux... Il faut bien que cette extrémité là, elle arrive ici sous le linguet pour que ça le relève bien. Je dis le linguet, c'est le levier pardon. Il faut bien que ça relève bien le levier. Il y a une butée de chaque côté. Ça peut pas, normalement, le ressort ne peut plus bouger une fois qu'il est mis. Il faut bien qu'il soit mis à l'intérieur de ça, de chaque côté. Donc là, je vais mettre le deuxième. Là, c'est pareil. Quand on met le ressort, il faut bien que la tige soit bien prise ici, là. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, une fois qu'il est enclenché, il n'y a plus qu'à le mettre en place. J'avais un petit peu du mal à les enlever, mais en fait, la technique, elle est pas bien compliquée une fois qu'on a trouvé. Là, ensuite, la vis en face. Je suis désolé d'avoir mon coude, vous ne devez rien voir. Bon voilà, j'ai bien vérifié 3 fois d'affilée pour être sûr. Là j'ai pré-réglé les arbres à cam dans le bon sens. Le carré dans ce sens là. Moi je vous montrerai après pour la distribution, mais je sais à peu près qu'ils sont positionnés comme ça devrait. Qu'est-ce qui me manque? Il manque le moteur de VTI ici à remettre. Le petit palier ici avec la butée. Là les leviers ils sont tous en tension grâce au ressort que je viens de mettre, que je viens de serrer. Et en fait, ça permet de ne pas avoir du jeu, même lorsque l'arbre à cam intermédiaire n'est pas en appui. Bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Je vais mettre le palier qui est ici. Du coup, voilà la pièce qu'il y avait sur cette culasse, et voilà la pièce qu'il y avait sur la mienne. Donc comme on peut voir, c'est ce petit morceau-là qui avait cassé. Alors à quoi ça sert? C'est la fixation du tube d'air qui passe sur le côté de la culasse ici. Donc c'est mieux de l'avoir quand même. Je suis pas sûr que je perds au change avec cette culasse parce que comme on peut voir l'état intérieur, il était vachement plus jaune-marron sur l'ancienne. Donc certainement les vidanges qui se faisaient certainement peut-être moins souvent, je sais pas, ou de la moins bonne qualité d'huile. Et ensuite j'ai vu ici, donc ici comme vous voyez c'est écrit 6, donc 2006, ça correspond bien à la voiture d'origine. Et sur la culasse que je change, ici on peut voir, alors c'est à l'envers mais c'est écrit 10. Donc du coup je vais mettre cette pièce, et pour mettre cette pièce comme j'ai dit il faut que je fasse un joint, une pâte à joint ici. Donc là je l'ai nettoyé même s'il est encore un peu noir, mais j'ai bien nettoyé. Donc je vais mettre la pâte à joint un peu de partout pour faire l'étanchéité, parce que sinon après ça risque de couler entre les deux. Ensuite je l'installe, je serre tout à 10 Nm encore une fois, et je réinstallerai aussi les pièces que je viens de démonter sur l'autre culasse. Alors je ne vous ai pas filmé, le capteur ici d'arbre à cam intermédiaire et la pompe à vide qui va au bout. Ce
que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer ce que j'ai dit, la pompe à vide et tout. Je vais aller chercher les pièces que j'ai démontées juste là-bas. Alors, la pompe à vide et le capteur d'arbre intermédiaire. Voilà, je sais pas si ça se verra bien. En fait, la partie métallique, elle tient le joint torique au fond du capteur. Je pense que c'est mieux pour l'étanchéité. Et du coup, le capteur, il vient ici. Oh là là, je commençais à être fatigué, je comprenais plus comment on mettait le capteur. J'ai eu un petit peu peur, je pensais que le capteur passait comme ça, mais bon, en fait, j'ai rêvé, il va bien comme ça. Ensuite, la pompe à vide, je fais tomber l'hélice. Donc là, c'est pareil. Sur la pompe à vide, il y a un joint torique au fond, là, que je vais changer. C'est bien gentil, cette pochette de joints, mais il y a tous les joints sauf ceux qu'on veut, quoi. J'ai remonté la pompe à vide, malheureusement, il n'y avait pas le joint dans le kit joint au moteur. C'est un peu débile d'ailleurs, mais bon, bref, ça m'a un peu saoulé. J'ai réussi à en trouver un, et de toute façon, j'étais obligé de le changer parce que, comme on peut voir, il était hyper cassant. Donc c'est un joint torique de 56 par 3, pour ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, il n'est pas dans le kit joint Corteco. J'ai aussi changé le joint du moteur VTI. Miracle, celui-ci, il y était. Donc j'ai pu l'installer. J'ai tout resserré. La pompe à vide ici, c'est 9 Nm. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Je vais aller démonter les électrovannes qui vont ici et de l'autre côté sur mon ancienne culasse. Ça n'était pas sur la nouvelle. Et puis ensuite, on ira sur la voiture pour commencer à démonter la distribution. La roue que je vais pouvoir démonter grâce à l'antivol que j'ai reçu. Je crois que je vous l'ai montré, sinon je vous montrerai après. Et puis bah, je vous tiens au courant. J'ai récupéré les deux électrovannes et le début de jauge à huile sur mon autre culasse. Donc j'ai changé le joint au bout. Pareil, il n'y a pas de joint vraiment équivalent dans le kit. Bon, pas génial. Il y en avait dans les commentaires qui m'ont dit que les électrovannes, il fallait les démonter, qu'il y aurait plein de limailles. Là, c'est un tout petit peu sale sur celle-là, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Et l'autre, elle était vraiment nickel. Donc, non, en fait, c'est de l'huile. C'est même pas de la limaille. Donc, en fait, je vais quand même les nettoyer. Je vais les repositionner comme elles étaient. Mais franchement, elles étaient très propres. Donc, en fait, eh ben, elles n'étaient pas pourries. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça évite encore un autre problème. Il y a une électrovanne qui va ici, une autre qui va de l'autre côté. La jauge à huile, elle va aussi de l'autre côté. Je remonte ça, et puis avec des nouveaux joints. Et comme ça, après, on passe à la suite. Voilà, pour le moment, pour la culasse, ça sera bon. J'ai quand même fait attention. Les électrovannes, ce ne sont pas les mêmes devant et derrière. Enfin, c'est les mêmes références, mais c'est pas les mêmes modèles. C'est-à-dire que devant, c'est une Delphi. À l'arrière, je sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, il y en a au moins une des deux qui a dû être changée. Donc, à garder de côté quand même dans la tête, voir s'il n'y a pas un problème de ce côté-là. J'ai quand même vérifié la référence qui est écrite sur celle-ci. Elle correspond bien. Et l'autre, elle correspond bien esthétiquement à une d'origine que j'ai vue, par exemple, sur la C4 que j'ai fait avant. Donc, à voir. Je garde quand même ça en tête. Je pense pas qu'il y ait de problème parce que elles n'étaient pas sales comme j'ai dit. J'ai changé les joints, j'ai tout mis comme il faut, donc là pour le moment ça sera bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner là-bas, enlever la roue passager pour pouvoir accéder à la poulie dampeur et pour pouvoir enlever la distribution. Je peux enfin dévisser la roue grâce à l'antivol que j'ai acheté. Alors celui-ci c'est un 21 dents. C'est tout simple pour ceux que ça intéresse et qui n'ont plus l'antivol. À l'intérieur il y a des dents. Il suffit de compter les dents. Et en fait, il y a plein de modèles. Il y a 19, 20, 21, il y a même 18, 17. Bref, à chaque fois le numéro. Donc là, c'est le numéro d'antivol, 37. Et ça, c'est le nombre de dents. Avec un trou au milieu pour faire passer la quéquette qui dépasse. Bref, au moins, j'ai pu garder les antivols d'origine. Et ça m'a coûté 20 €. Bon, parce que j'ai voulu être livré rapidement. Sinon, ça se trouve pour une dizaine d'euros sur AliExpress, par exemple. Bon, j'ai voulu enlever le passage de roue. Promis, je voulais le faire comme il faut. Mais là, j'ai perdu patience. J'en ai plein le cul. De toute façon, là, j'ai bien assez d'accès pour aller à la poulie dampeur qui est juste là. Donc je vais d'abord enlever la courroie d'accessoires. C'est un système assez simple. Je bascule ça. Je peux mettre cette goupille. Ça me tient la courroie d'accessoires. Ensuite, j'ai la tirette du tendeur de pompe à eau. Je sais pas si on verra. Voilà qui est là-haut. Il faut que je la tire pour pouvoir détendre le tendeur et pouvoir sortir la courroie d'accessoires. Et ensuite, je pourrais démonter la poulie dampeur pour accéder à la chaîne de distribution. Bon, désolé, j'ai pas trop filmé. En fait, je sais plus si j'ai expliqué, mais en fait, le but à ce niveau-là, ce que je veux faire, c'est retirer les deux guides et la chaîne de distribution avec le pignon qui va en bas. Pour faire ça, j'ai démonté du coup la courroie d'accessoires. Je sais plus si j'ai montré tout ça. J'ai démonté la poulie dampeur avec la vis centrale. Avant de démonter la vis centrale, j'ai inséré la pige juste ici, là, on la voit. Donc dans le volant moteur. Et la pige se trouve lorsque les 4 pistons sont au même niveau. Au début, je cherchais avec le PMH. Et en fait, c'est pas du tout ça. D'un côté, c'est logique, hein, parce qu'au moins, ça permet d'avoir n'importe quelle soupape d'ouverte sans que ça tape dans le piston. Donc, pour une fois, j'avoue que c'est bien fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les deux axes, on va dire, des patins qui tiennent en bas.
Et pour en démonter celui de gauche, il faut démonter le galet tendeur de pompe à eau. Enfin, l'enrouleur de pompe à eau automatique, là, bref. Je sais plus comment on appelle ça. Le galet débrayable, bref, vous avez compris. Donc j'ai enlevé ces deux trucs. Ensuite, j'ai enlevé la poulie qui est au milieu. Et là, normalement, je devrais pouvoir retirer la chaîne avec les deux guides et le pignon. J'arrive plus à parler, je suis désolé, c'est tard. Comme j'ai dit, j'avais que 24 heures. Là, c'est en plein milieu de la nuit, je dois pas être loin de minuit. Donc j'ai envie de continuer quand même. Je vous mets sur le trépied pour enlever la cassette. Et ensuite, grâce à ça, on pourra enfin réinstaller la culasse. Enfin, il faut que je nettoie encore un petit peu avant. Bon, en fait, je viens de regarder, c'est pas minuit, c'est 1h30. Mais bon, j'aurais mieux fait de pas regarder. Bref, c'est pas grave. Donc là, si tout va bien, ça devrait venir. Là, je vais tirer le pignon. Hop. Est-ce que ça vient? Oui ou non? Viens ou tu viens pas? Voilà. Donc là, c'est toute la cassette. Je sais pas si vous voyez, je l'ai déjà fait sur la C4. Tout ça, je vais y changer. Donc, j'y mets de côté. Et puis, on verra un petit peu après comment faire. Comme on voit ici, il y a encore pas mal d'eau à l'intérieur du bloc moteur, parce qu'en fait, j'ai rien démonté de plus bas que ça à l'arrière du moteur. Il y a encore certainement de l'eau dans ce tube, et au bout de ce tube, il y a la pompe à eau. La pompe à eau, j'en profite pour la changer. J'avais pas trop de doute là-dessus, mais bon, j'en profite pour la changer quand même. J'ai pas trop d'accès avec le longeron, donc je vais d'abord démonter la poulie, 3 vis de 10, et ensuite il y a des vis pour démonter la pompe à eau. J'essaierai de mettre la bassine en dessous pour pas que ça coule trop par terre, mais bon, vu que j'ai mon cric, ça va être un peu compliqué. Je démonte ça, c'est difficile à filmer, et puis ensuite je fais un gros coup de nettoyage sur le bloc, et je pense que je pourrai enfin reposer la culasse. J'ai démonté la pompe à eau, comme ça a pas purgé l'eau. J'ai nettoyé le plan de joint, le dessus des pistons il est encore un peu calaminé, pas la peine de me le dire, je le sais. J'aurais peut-être dû les nettoyer un peu mieux, mais bon, dans tous les cas ça va pas changer grand chose. Quand on peut voir le plan de joint, il est vraiment nickel, enfin je l'ai nickel, je l'ai bien nettoyé. Je vais remettre la pompe à eau, et ensuite je remets la culasse par-dessus. J'ai installé la pompe neuve. Je vais réinstaller la poulie de la pompe à eau. Pour ceux qui se souviennent, sur la C4, elle a été défoncée. C'était tout craquelé. Pourtant, celle-ci a plus de kilomètres, visiblement. Je sais pas ce que c'est la date. Bon, peut-être ça a été changé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est en super état par rapport à celle de la C4. Je remonte la pompe et puis après, on passe à la culasse. J'ai installé le joint de culasse sur le moteur. Il me reste juste une chose. C'est que ici, sur la culasse que j'ai achetée, alors je sais pas si on verra, voilà là, j'ai un bouchon avec une empreinte carrée, et sur ma culasse j'avais ce capteur, donc j'ai le joint, je viens de remettre. Je vais enlever le bouchon et je vais mettre ce capteur. 2h30 du matin, j'installe la culasse. Faut bien que ça avance de toute façon. Donc là on n'a pas l'air trop mal, mais elle n'est pas dedans là, et ben voilà. Je viens de voir que sur la culasse ici, alors je sais pas si on verra la caméra, sur la culasse ici c'est une tige filetée, alors que moi j'avais 3 vis avec une tête. Je vais voir pour enlever cette tige filetée et voir si on n'a pas une autre derrière, parce que ça me gêne. Et là le boîtier d'eau je peux pas le mettre sinon, enfin ça me fait forcer sur le boîtier d'eau et je préfère pas forcer. Donc je vais défaire ça, et si j'y arrive pas, je renlève la culasse. De toute façon je viens juste de la poser. J'ai enlevé cette petite tige filetée, comme ça je pourrais remettre la vis qu'il y avait d'origine. Pourquoi je laisse pas la tige filetée? Parce qu'en fait le boîtier, si je le décale, ça risque de casser le tube qu'il y a derrière, ou alors il faut que je le détache. Après il faut remettre le clip, c'est compliqué. Bref, autant rester comme si c'était d'origine, et là ça va très bien. Je me demandais pourquoi j'avais deux capteurs, je me souvenais pas de ça sur la C4, mais effectivement je devais avoir un bouchon moi aussi à la place de ce capteur. Donc bon, rien d'important, hein, dans tous les cas, tout ira bien tant que le faisceau d'origine il se rebranche dessus. Je vais d'abord mettre les vis de culasse et ensuite je remonterai tout ce qu'il y a autour. Donc les vis de culasse, elles sont neuves évidemment, on va pas remettre des vieilles vis. Il y a une petite vis qui vient à l'arrière. Ensuite il y a deux vis moyennes qui vont là, sur l'extérieur. Alors là la plupart, voilà c'est celle-ci. Je crois, oui c'est celle-là, voilà. Celles-ci, elles vont là, une là et une là. Et ensuite les autres sont comme ça. Par contre il faut bien faire attention, il faut bien remettre les grosses rondelles d'origine. Donc au fond de la culasse il y a des grosses rondelles comme ça, donc il faut bien les remettre, surtout que là je les ai enlevées pour nettoyer. Donc, ouais, donc voilà, il faut bien remettre la grosse rondelle d'origine. Je remets les 10 vis, là il y a 10 vis de culasse en plus des 3 autres que je viens de vous montrer. Et ensuite après je visse tout. Ce que j'allais dire c'est que sur la RTA Peugeot en tout cas, j'ai pas celle de Mini, ils disent de graisser le dessous de la tête et des filets.
Alors, faut faire très attention parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est même écrit qu'il faut bien y mettre à sec. Alors, ça modifie totalement les coupes de serrage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse comme c'est écrit. Je vais pas en mettre non plus des masses. Et ne pas en mettre surtout dessous parce que si ça se bourre au fond, d'ailleurs, il fallait bien, j'ai bien nettoyé, enfin, je l'ai pas dit ça, mais il faut bien nettoyer le fond des filets parce que si les vis arrivent au fond, qu'il y a de l'eau, qu'il y a quoi que ce soit, et ben du coup, ça va pas du tout. Ça va compresser la vis et ça risque de casser ou que la culasse ne soit pas serrée correctement. Du coup, je vais mettre un petit peu de filet tout le long, principalement sur la partie du bas, un petit peu sous la tête. Bon, ça n'empêche pas, hein. Là, les vis, je les ai juste posées, je peux les renlever facilement. Et comme ça sera conforme à la RTA de Peugeot en tout cas. Bon, c'est le même moteur, mais bon, Mini, ça se trouve, ils disent de monter à sec, on sait pas, mais bref. Je fais ça, et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, je vais rapprocher toutes les vis, déjà, de ce qu'il faut, enfin de la culasse. Donc pour commencer, c'est 30 Nm de partout, sauf la dernière ici, c'est 9 Nm. Et ensuite, une fois qu'on aura fini les 30 Nm de partout, et ben on fait 90 degrés de partout une première fois, sauf au fond. Et 90 degrés encore une fois, de partout, sauf au fond encore une fois. Donc le serrage en escargot, on part du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parti, 30 Nm. Et maintenant, on va faire 90 degrés de partout. Premier passage à 90 terminé. Maintenant, deuxième passage. Et voilà pour le serrage de la culasse. Une bonne chose de faite. Bon, maintenant, je réfléchis 2 secondes et puis je regarde ce que je fais après. Maintenant que la culasse est réinstallée, j'ai remis les bougies pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur. Ça serait pas le bon moment pour qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur. Donc j'ai remis les bougies que j'ai serrées correctement. Maintenant, la priorité, ça va être de mettre la distribution. Et en parlant de tomber dans le moteur, j'ai retrouvé des morceaux du guide qui étaient cassés et qui étaient tombés limite dans le carter d'huile. Alors j'avais vu avant de faire la culasse. Heureusement que j'ai vu d'ailleurs parce que ça c'était devenu du chips. Donc je pense qu'il fallait échanger parce que j'ai pas forcé pour y retirer. Donc peut-être que ça a cassé quand j'ai essayé de tourner le moteur, que la chaîne s'est mise en travers, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est quand même très fragile. Et il faut pas que ça tombe vers la pompe à huile parce que sinon après ça peut faire un carnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout mon montage pour mettre ma nouvelle cassette, on va dire, avec mon pignon, ma nouvelle chaîne, mes 2 nouveaux guides. Et puis ensuite, quand j'insère tout ça, je vous montre en même temps. Bon, je vais installer la cassette que je viens de créer, donc c'est-à-dire les 2 patins ici avec la chaîne et le pignon du bas. Ça se tient à peu près tout. Je vais y passer par le dessus comme ça, et ensuite le pignon, il s'en fiche, enfin il se met sur un épaulement sur le vilebrequin. Ensuite, j'ai 2 vis qui tiennent les patins en bas, et j'ai une vis qui tient le patin de devant sur la culasse. Celui-là, je le mettrai après. Comme on peut voir ici, j'ai installé l'outil ici et ici pour caler les arbres à cam. Donc en fait, ici sur les arbres à cam, il y a 3 plats et dessous c'est un arrondi. Il faut bien que l'arrondi soit dessous. Et en fait, on peut pas se tromper. Là, il y a une vis là et une vis derrière. Là, ça peut plus bouger. Il y a toujours la pige dessous. Donc le vilebrequin est calé. Les arbres à cam sont calés. Dans tous les cas, là, il n'y a pas de clavette. Donc on verra après pour les arbres à cam, mais au moins c'est fait. J'en ai profité pour démonter le joint ici. J'ai bien nettoyé la surface du pignon qui sert pour l'entraînement de la pompe à huile. Parce que là, c'est un serrage sous friction. Il n'y a pas de clavette. Donc s'il y a de l'huile entre les deux, s'il y a du gras ou quoi que ce soit, ça peut se décaler. Donc c'est vraiment pas génial. Il faut vraiment faire très attention à ce que cette surface ici, sur le pignon, soit très propre. Ici, c'était très sale. Donc à mon avis, le joint était un petit peu abîmé. Mais j'ai prévu de le changer. Je ne peux pas vous filmer de ce côté, contrairement à la C4 où c'est que j'avais le moteur démonté, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vais vous filmer par l'autre côté, mais en gros pour vous faire comprendre comment c'est fait. Ici, on peut voir les 2 trous des vis de patin que je vous ai dit. Et sur le dessus ici, il y a la 3e pour le patin qui est de ce côté. De l'autre côté, il n'y a qu'une seule vis en bas sur le patin, parce que sinon j'ai le tendeur et c'est le patin qui sert pour la tension de la chaîne. Je vais mettre la cassette. Ensuite, j'ai un outil qui se visse ici pour tenir la chaîne en attendant de faire la suite. La cassette dont je vous parle, c'est ça.
Le pignon, la chaîne, les deux patins, donc là je suis à l'envers, je vais les mettre dans l'autre sens. Comme on peut voir, le patin de droite il a 2 trous et le patin de gauche il a qu'un seul trou. Parce qu'il y a le tendeur qui vient s'appuyer ici au niveau du perçage à peu près. Enfin à peu près quoi. Là, si je lâche, il y a tout qui tient parce que c'est clipsé ici. Bref, je vais insérer comme ça, enfin je vais insérer ça pardon, par le dessus, par la culasse. Comme j'ai dit, le trou ici il se centre sur le vilebrequin. Et ensuite je mettrai ces deux vis du bas. Plus l'outil du haut pour tenir la chaîne. C'est parti. Bon, j'ai dit une connerie. En fait, le centrage, il se fait avec la pièce qui vient devant. Je ne l'ai pas nettoyé, donc je vais faire une petite pause. En fait, le centrage, il se fait avec cette pièce. Donc le pignon de vilebrequin, au niveau de la chaîne, il descend. Ça vient à l'intérieur et ça permet de centrer la pièce. Ensuite, le joint vient autour de ça. Je vais nettoyer un petit peu ça parce que c'est un petit peu pourri. Et je reprends ce que j'étais en train de faire. Encore une fois, là c'est pareil, il faut que cette surface là et celle qui est derrière soient ultra propres parce que ça marche sous friction. Donc quand ça va être serré, il ne faut pas que ça puisse glisser entre les deux surfaces. Je prévois la vis ici. Ok, donc le pignon là il est en place. Ensuite, je mets ce petit outil pour pas que la chaîne ne puisse retomber à l'intérieur, ça serait bête. Ensuite, je vais mettre les deux vis en bas des patins. Alors sur ces vis que j'ai mis, voilà, juste ici. Alors je les ai nettoyés bien sûr, et j'ai changé les deux joints toriques qui sont là, alors qui n'étaient pas fournis, mais j'ai mis des joints toriques standards que j'avais. J'arrive plus à parler. Ne me demandez pas pourquoi j'éclaire pas la lumière sur mon front, il n'y a plus de batterie. Ensuite, il faut mettre les deux déphaseurs. Donc je vais regarder qu'ils soient bien bloqués en position. Là, comme on peut voir ici, c'est écrit IN. Donc ça, c'est admission. Et normalement, l'autre, ça doit être écrit EX. Pour exhaust et inlet. Ça doit être un truc comme ça. Donc celui-là, c'est bien celui qui va à l'arrière. Donc je vais mettre celui-là déjà, sans forcément le serrer. Inutile de me le dire, je sais déjà qu'il faut changer ces vis. Mais encore une fois, j'ai pas de vis de rechange, donc je remets les mêmes. C'est la vie. C'est comme ça, on peut pas toujours choisir, c'est ce qu'on a envie. Malheureusement. Donc ça, je le mets juste au contact. Voilà, là il peut tourner. Je vais mettre le deuxième. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est écrit EX pour exhaust. Donc côté avant. Avec le collecteur d'échappement ici. Est-ce qu'on aura cette chaîne pour le mettre? Donc pareil, celui-là je le mets au contact pour qu'il soit en place, mais je le serre pas, qu'il puisse tourner autour de l'arbre à cam. Donc voilà, là on peut voir qu'il est libre. Celui-là aussi. Et maintenant je vais mettre le dernier outil pour le calage de la distribution, c'est-à-dire le faux tendeur qui vient derrière à la place du tendeur et qui permet de me tendre la chaîne pour pouvoir tout serrer en place. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré les 3 vis de patin, 25 Nm pour les 3. Normalement, c'est 24 et 25. Bon, j'ai mis 25 pour tous. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai mis l'outil à l'arrière, le tendeur, le faux tendeur là. Donc qu'il faut serrer cette vis uniquement à la main. Comme ça tend la chaîne. Donc là, la chaîne, elle est tendue. Les vis sont toujours pas serrées. J'ai monté cette pièce avec les deux petites vis de 8 ici. J'en ai profité aussi pour remonter j'ai toujours pas le nom. Le tendeur débrayable là, de pompe à eau que j'ai rebranché, que j'ai refixé aussi. J'ai refixé le support intermédiaire ici, 2 supports moteurs. J'ai commencé à mettre le support moteur, mais ça me gênait pour cette vis, donc je l'ai renlevé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer les 3 vis. Donc pour rappel, le vilebrequin, il est calé, les arbres à cam aussi. Donc je vais pouvoir serrer la vis de centrale du vilebrequin en premier. Ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Pour le serrage, 50 Nm plus 180 degrés en bas. 20 Nm plus 180 degrés ici et 20 Nm plus 180 degrés ici. Donc je vais faire le serrage. Une fois que j'ai fait le serrage, je vais mettre le tendeur. Non, je vais faire des tours moteurs. Je vais vérifier que tout va bien. Et si tout va bien, eh ben, j'enlève le tendeur, le faux tendeur et je mets le nouveau. Ensuite, je remettrai le support moteur. Comme ça, mon moteur il sera calé et je pourrai en plus relever le pont pour pouvoir continuer les travaux. Bon, voilà, deux bonnes choses de fait. J'ai remis la culasse, j'ai fait la distribution, donc là, le principal est fait. La distribution, je vais quand même la vérifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ces deux outils qui sont là. Enfin, cet outil qui est là, qui cale les deux arbres à cam. Je vais enlever la pige sur le dessous. Je vais faire deux
ou 4 tours moteur, replacer cet outil et normalement la pige de dessous doit rentrer pile poil à l'intérieur du trou sans difficulté. Si c'est le cas, je laisse les outils, je démonte le tendeur, le faux tendeur, je mets le nouveau en neuf bien sûr. Les nouveaux, je vous montrerai juste après, ils ont un trou au milieu alors que les anciens ils en ont pas. C'est les anciennes versions, bref on s'en fout. Je fais ça, je vérifie, si tout va bien, ben, je fais le tendeur, je vous dirai le reste. Et ensuite, eh ben, je continuerai le remontage. Je vais certainement commencer par l'arrière. Donc je vais changer les joints orange là, avant de remettre le collecteur d'admission. Remettre le collecteur d'admission dessus. Et comme ça, je pourrai un petit peu ranger tout ce qui est à l'arrière avant de faire l'avant. À l'avant, comme vous voyez, c'est dégueulasse. Donc il y a encore du nettoyage à faire malheureusement. Mais bon, au moins, ça sera propre. J'ai fait 4 tours moteur. Les outils se sont bien mis comme il faut. J'ai eu un coup de chance, je suis tombé pile poil. Donc déjà, les deux arbres à cam sont toujours synchronisés. C'est le principal. Je vais essayer de vous filmer, je sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, normalement, cette pige, voilà, cette pige-là, elle doit rentrer sans problème. Donc j'espère. Et ben finalement, elle rentre pas sans problème. Je vais essayer de faire bouger un peu le vilebrequin avec l'outil. Peut-être qu'il en manque pas beaucoup parce que c'est assez précis. Et je vais voir si j'arrive à la rentrer. Bon, j'avoue, j'ai eu un petit peu peur, mais c'est bon, c'est rentré. En fait, c'est tellement précis que oui, il fallait que je bouge légèrement le vilebrequin. Donc là, la pige, elle est rentrée. Les outils sont toujours bien mis, les 3 vis sont serrés. C'est bien appuyé sur le plan de joint ici, ici et derrière. Donc impeccable. La distribution pour moi, c'est bon. Je range les outils, je change les joints du couvre-culasse, autant pour autour des puits de bougie que tout le tour. Et je remets le couvre-culasse, comme ça je serai tranquille. J'aurai pas peur qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Je remettrai aussi la jauge. Donc là, avant de redémonter les outils, je démonte l'outil, le faux tendeur qui est ici. Je mets le neuf, le nouveau, et ensuite je pourrai enlever mes outils. Donc le tendeur que j'installe, c'est celui-ci, Dayco, qui va avec la distribution. Nouveau joint, et comme on peut voir, il y a un trou ici au centre. Sur celui que j'ai démonté de mon moteur, il n'y avait pas de trou, donc ça veut dire que c'était les anciens modèles. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont les nouveaux modèles, mais ils sont mieux, c'est ça c'est sûr. Et sur la culasse, qui est de 2010, on a vu la date dessus, et ben il y avait déjà un tendeur nouveau modèle, et malgré que ça soit celui d'origine. Bon bref, c'est juste pour information. Je mets le tendeur, je serre au couple, je ne me rappelle plus là le couple, et ensuite je pourrai enlever tous mes outils. Pour le tendeur, le couple de serrage c'est 75 Nm, donc là c'est bon. J'ai enlevé tous les outils. Tout ça c'est tout bon, j'ai tout rangé. Il manquera à mettre le joint sur l'axe de vilebrequin. J'ai remonté le couvre-culasse avec lequel j'ai changé tous les joints. Donc ceux qui sont autour des bougies, ceux qui sont au fond des puits ici, il y a 2 petits ronds, et celui qui fait tout le tour. Alors c'est la marque Corteco, encore une fois, plus jamais je reprendrai cette marque. Déjà que j'étais pas hyper fan déjà à la base, mais alors là c'est une horreur, hein. J'ai mis plus d'une demi-heure pour mettre ce couvre-culasse. Le joint dès que je le tournais, il tenait pas du tout dans la gorge, et en plus de ça il était un peu trop court. Je vais continuer tout ça, je vais monter les bobines, comme ça il n'y a rien qui pourra tomber dedans. Et bah, je vais remonter petit à petit. Donc là je vais remonter je pense à l'arrière le joint, enfin le collecteur d'admission. Et je disais joint parce qu'en fait je vais changer les 4 joints orange qu'on voit là. Et ensuite je pourrai le resserrer à sa place et puis commencer à rebrancher un peu tout ce qu'il y a derrière, remettre la rampe d'injection et ainsi de suite. J'ai bien avancé, j'ai pas trop filmé, donc j'ai monté les bobines, comme on peut voir, j'ai remonté aussi tout le faisceau qu'il y a là. J'ai remonté le boîtier d'eau que j'ai resserré ici avec un nouveau joint. J'ai mis des nouveaux joints sur le collecteur, des nouveaux joints sur les injecteurs. J'ai remis un petit peu le faisceau comme il faut, là j'ai remis cette durite aussi. J'ai refixé le collecteur, donc il y a 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'ordre de serrage et c'est 20 Nm pour ceux qui veulent savoir. Il y a une vis de 10 qui tient le collecteur en dessous. Il y a aussi une petite vis ici qui tient une patte avec un, je sais plus, avec un capteur ou quelque chose comme ça. Donc faut bien faire gaffe à ça. J'ai rebranché l'arrivée de carburant, j'ai rebranché le moteur de VTI, tout ce qui est branché, hein. De toute façon ici, là, les prises qui sont là, j'ai tout branché de ce côté-là. J'ai même branché l'électrovanne ici, l'électrovanne à l'arrière elle est branchée aussi. De ce côté, j'ai branché aussi le Master Vac. Là, il va pas manquer grand chose hein, sur le dessus et l'arrière, à part la boîte à air. Je sais pas si je la mets tout de suite. Dans tous les cas, j'ai bien avancé. Là, ce qui me fait chier, c'est qu'il va falloir un peu faire de nettoyage. Je vais nettoyer sur place. Je vais changer le joint ici du support de filtre que j'avais prévu. Je vais changer le filtre à huile aussi, nettoyer un petit peu tout l'avant. Il faut que j'arrive à éponger un peu le liquide de refroidissement qui stagne sur la boîte de vitesse. Pas génial. J'ai remonté les durites aussi ici avec les colliers, durites de chauffage aussi. Franchement ça avance pas mal. Là il manque un petit peu l'avant à remonter, enfin c'est-à-dire le collecteur d'échappement qui se relie d'en haut à en bas avec le nouveau joint, enfin les nouveaux joints. Ça devrait aller pas mal pour ça. Remettre tous les caches qui vont autour.
Bon, ça s'est bien nettoyé, c'est un alu qui se nettoie bien, donc super. Et en fait, ici, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris le concept du joint, parce qu'en fait, ils avaient mis de la pâte à joint avec un espèce de joint torique, et je vous déconseille de faire ça, c'est le pire truc à faire pour avoir une mauvaise étanchéité. C'est vraiment le meilleur truc à faire pour avoir la pire étanchéité. Mélange pâte à joint plus joint torique, c'est vraiment... quand on met un joint torique, on met pas la pâte à joint, et vice versa. Bon, bref. J'ai remonté le collecteur d'échappement, il faut le fixer encore en bas. J'ai branché les sondes lambda, là, les deux sondes lambda. J'ai remis les protections, j'ai remis la boîte à air avec le côté comme ça, avec la fameuse fixation qui était cassée sur la culasse que j'ai reçue, donc ça servait bien à ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire de ce côté-là, donc mettre le joint autour du vilebrequin, remettre la poulie d'ampeur, remettre la courroie d'accessoires. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Brancher l'échappement, et puis ensuite on pourra remettre la face avant avec le radiateur. Je commence à être très fatigué là, c'est 8h30 du matin, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai travaillé toute la nuit. J'avais vraiment envie que ça avance, donc je vais essayer de faire ça. Et puis le but c'est quand même de pouvoir démarrer et de voir s'il y a toujours le problème ou pas, pour voir ce qu'on fait par la suite. De ce côté, j'ai remonté le joint, j'ai fait un petit nettoyage parce que là c'était tout gras. J'ai remonté la poulie d'ampeur, j'ai remis la courroie d'accessoires. Alors là elle n'est pas tendue parce que le tendeur il est encore enclenché pour le démontage. J'ai remis la tirette ici du tendeur débrayable de la pompe à eau, parce que si on la remet pas, eh ben, il peut pas s'activer. Donc j'espère bien qu'il fonctionnera, sinon il faudra faire gaffe, au moins au début. Pour de ce côté c'est fini, il manquera plus qu'à passer par dessus pour retendre la courroie d'accessoires. Je finis dessous en fixant l'échappement et puis en changeant le bouchon de vidange. L'échappement c'est bon, le bouchon d'huile c'est bon, j'ai mis un petit coup de nettoyage sur le carter vraiment très rapide, je ferai un petit peu mieux plus tard. Là je redescends, je retends la courroie et je vois pour monter la face avant. J'ai tendu la courroie d'accessoires, donc je crois que tout est bon pour le moment. En tout cas pour le moment, il manque quand même à mettre la face avant. Bon, là j'ai arrêté de filmer, là ça me fait moins rire, ça me fait pas du tout rire même. En fait, j'arrivais pas à mettre sous pression, enfin sous dépression, le circuit de refroidissement. Donc je me suis dit, j'ai une fuite externe, j'ai cherché les durites, je trouvais pas. J'avais tellement une grosse fuite qu'en fait, je trouvais pas la fuite. Je me suis dit, je vais mettre du liquide de refroidissement et je vais voir si ça coule par terre. Ça coule pas par terre. Et quand je mets en pression avec la pompe, j'entends du bruit à l'intérieur du carter d'huile. Franchement, c'est un cauchemar là. Là, ça commence à être un cauchemar. Est-ce que la culasse, elle est pas bonne? Est-ce que le joint du support de filtre, il s'est mal mis et ça passe entre les deux? Ah, franchement, là c'est vraiment un cauchemar. Là, j'ai passé la nuit. Là, je suis super fatigué en plus. Là, il fait jour. Hein. Donc, je sais même pas quelle heure il est. Ça doit être au moins peut-être 9h30, 10h du matin. J'ai bossé toute la nuit. Là, je vais craquer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le couvre-culasse et je vais voir si je vois quelque chose par le dessus de la culasse. Franchement, là, je sais pas ce que ça peut être, mais bon. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah voilà, j'ai enlevé le couvre-culasse et c'est un énorme cauchemar. Donc, vous allez vite voir. Là, il y a du liquide de refroidissement au niveau des vis de culasse. Et donc, c'est des vis de culasse uniquement côté admission, côté échappement, pardon. Donc en fait, quand je mets de la pression avec la pompe ici, et ben ça fait des bulles ici. Je sais pas si ça arrivera à le voir. Voilà. Donc ça fait des bulles ici. Et donc ça veut dire qu'il y a une liaison entre. Alors j'ai enlevé une bougie entre temps. Ça rentre pas dans le cylindre, mais par contre il y a une liaison entre les trous de vis et le circuit de refroidissement. Donc j'ai regardé sur l'autre culasse et en fait. Je m'aperçois que côté échappement, donc c'est en haut ici, les vis, elles sont en ras du circuit de refroidissement. Donc il y a deux possibilités. Soit la culasse, elle est abîmée ici, soit elle est fissurée, soit le joint de culasse, c'est de la merde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça sera tout pour cette vidéo. Je vais redémonter. Je suis même pas sûr que j'ai envie de filmer le redémontage. Putain, pourtant je suis passé ici avec le comparateur, j'avais bien vu et j'ai pas, alors j'ai peut-être pas fait tout, mais de toute façon là je vois qu'il y a 3 vis qui font ça, donc non, je suis passé avec le comparateur, il n'y avait pas de creux, il n'y avait rien.
Je comprends vraiment pas. Est-ce qu'il y a des fissures dans le... Est-ce qu'il y a des fissures dans les trous de vis entre les... Ouais, je pense que c'est plutôt au niveau du jaune culasse que ça peut faire, je sais pas. Je vais réfléchir et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vais voir ce que je fais. Bon, désolé, je suis super sale. Comme vous en doutez, je suis vraiment dégoûté. J'ai passé la nuit à faire ça. Bon, c'est pas grave. Ça pourrait être pire. Bon, il faut redéculasser. C'est pas grave, je sais faire. Je vais pas en avoir pour 15 ans. En plus, j'ai un joint de culasse d'avance. Donc ça ira. Faut juste que je rachète au moins des vis. Je vais certainement resurfacer la culasse. Je pense que ça serait le top. Et j'espère que c'est pas la culasse qui est fissurée. Mais ça m'étonnerait quand même, parce qu'il y a quand même plusieurs vis. Et si elle était fissurée, elle serait pas fissurée à 15 endroits en même temps. Donc bon, il faut redéculasser. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Ou je sais pas si je filmerai, mais en tout cas, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Moi, cette Mini, je compte bien la réparer, je vais pas abandonner. Vous connaissez à force, pour ceux qui regardent souvent, j'abandonne jamais. Donc j'y arriverai, je vais la réparer, et si c'est pas avec cette culasse, ça sera avec une autre, et si c'est pas avec ce moteur, ça sera avec un autre, c'est pas grave, j'y arriverai quand même. Je trouverai la panne, et puis là j'ai tenté avec cette culasse, c'était une bonne affaire. Ça veut pas dire que c'est la culasse, hein, ça peut être aussi le joint de culasse, ça peut être aussi mon bloc, ou c'est peut-être j'ai fait une connerie. Bon, je pense pas, hein, j'ai fait le serrage comme il fallait, j'avais tout nettoyé comme il fallait. Mais peut-être que la culasse était un petit peu déformée, mais je l'aurais vu, je pense, sur la fraiseuse, ou alors c'était vraiment déformé qu'à certaines zones, sur des petites zones où c'est que j'ai pas passé avec le comparateur. Tant pis. Maintenant c'est comme ça, c'est fait, il faut faire avec. Je suis un peu dégoûté quand même, mais il faut aller de l'avant. En attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir mon petit mécano, le site, je vous le mettrai en description. Je vous mettrai aussi un code promo qui fait les frais de port gratuits et je crois 10% au-dessus de 80 €. En tout cas, je vous mettrai tout en description dans le détail. Je me rappelle plus, j'ai plus en tête là et franchement, j'ai plus trop la tête à ça. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir, au moins jeter un coup d'œil sur le site, comparer les prix si vous avez envie et voire même faire une commande juste pour essayer ou même pour voir la différence de livraison avec les autres concurrents. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!